La porte claqua avec une violence qui fit trembler les vitres du bureau. Comme si le monde entier retenait son souffle. Émilie, le cœur battant à tout rompre, leva les yeux de son écran. Et là, dans l'ombre du couloir désert, se tenait Mathilde, sa patronne, les traits figés dans une expression qu'elle n'avait jamais vue, un mélange de fureur et de désespoir pur. « Tu crois que je ne sais pas » murmura Mathilde d'une voix rauque. En franchissant le seuil d'un pas lent, presque animal, avant de refermer la porte derrière elle, scellant leur destin dans ce huis clos imprévu. Émilie sentit un frisson glacé lui remonter l'échine. Elle avait 28 ans, fraîchement diplômée de l'école des Beaux-Arts de Paris, et avait atterri à Barcelone par un coup de chance ou de folie pour rejoindre l'agence de design graphique où Mathilde régnait en maître absolu. La ville, avec ses ruelles labyrinthiques de la Rambla et ses mosaïques modernistes, avait été un appel irrésistible pour son âme d'artiste. Mais ce soir-là, alors que la nuit tombait sur le quartier de l'Eixample, enveloppant les immeubles haussmanniens d'une brume méditerranéenne, Émilie n'avait pas imaginé que son univers basculerait ainsi. Elle travaillait tard, comme souvent, sur un projet de campagne publicitaire pour une marque de parfum inspirée des jardins de la Alhambra, un clin d'œil andalou dans cette Catalogne fière et rebelle. Les heures s'étaient étirées, le bureau s'était vidé, ne laissant que le bourdonnement discret des néons et le tic-tac d'une horloge murale en forme de compas. Mathilde, 42 ans, était l'incarnation du chic parisien exilé en Espagne, grande, élancée, avec une chevelure noire coupée au carré impeccable qui encadrait un visage aux pommettes hautes et aux lèvres toujours légèrement ourlées d'un sourire énigmatique. Née à Lyon, elle avait fui la France après un scandale familial qu'elle n'évoquait jamais, pour s'établir à Barcelone où elle avait bâti son empire créatif. Son tailleur pantalon bleu marine, taillé sur mesure, soulignait sa silhouette athlétique, forgée par des matinées de yoga au bord de la mer et des soirées arrosées de cava dans les bars cachés du Bari gothique. Émilie l'admirait en secret depuis son premier jour, non seulement pour son talent impitoyable en direction artistique, mais pour cette aura magnétique, presque électrique, qui faisait ployer les volontés autour d'elle. Des rumeurs couraient dans les couloirs. Mathilde avait le cœur brisé par une amante partie trop tôt, ou peut-être par un mariage arrangé avec un homme qu'elle avait quitté sans un regard en arrière. Personne ne savait vraiment. Et Émilie, avec sa timidité héritée des brumes normandes de son enfance, n'avait jamais osé creuser. Pourtant, ces derniers mois, quelque chose avait changé. Des regards volés lors des réunions d'équipe, où les yeux bleus de Mathilde s'attardaient un instant de trop sur les courbes discrètes d'Émilie sous sa blouse ample. Des compliments murmurés sur ses esquisses. Ton trait a une sensualité qui me rappelle les nus de Modigliani. Prononcé d'une voix basse qui faisait rougir les joues pâles d'Émilie. Et puis, ces invitations anodines, un déjeuner rapide au marché de la Boqueria, où Mathilde offrait des figues mûres à Émilie en la regardant comme si elle était elle-même un fruit défendu. Émilie, avec ses cheveux châtains mi-longs qui cascadaient en boucles rebelles et ses yeux verts hérités d'une grand-mère irlandaise, s'était surprise à rêver d'elle la nuit. Dans son petit appartement du Poble Sec, entouré de toiles inachevées et de vinyles de Piaf qui tournaient en boucle. Ce soir-là, alors que la pluie fine de novembre tambourinait contre les vitres, Émilie avait senti l'air se charger d'une tension palpable. Elle avait envoyé un email anodin à Mathilde, proposant une retouche sur le visuel principal, une silhouette féminine aux courbes fluides, évoquant une étreinte sous les étoiles d'Andalousie. La réponse avait été immédiate, reste. Nous en discuterons. Émilie avait obéi, le cœur gonflé d'un espoir qu'elle n'osait nommer. Et maintenant, cette porte fermée, ce regard qui la transperçait comme une lame. Qu'est-ce que tu sais, balbutia Émilie, se levant à moitié de sa chaise,
ses mains tremblantes posées sur le bureau encombré de crayons et de palettes graphiques. La pièce, avec ses murs blancs parsemés de moodboards de photos de Gaudi entrelacées à des nus abstraits, semblait soudain trop étroite. Trop intime. Mathilde s'approcha, ses talons claquant sur le parquet en chaîne comme un métronome funèbre. Elle s'arrêta à un souffle d'Émilie. Si près que l'odeur de son parfum, un mélange de jasmin et de cuir vieilli. Signature olfactive de la maison de luxe qu'elle promouvait, enveloppa la jeune femme comme un voile. « Je sais que tu as vu les messages ?» dit-elle d'une voix qui se brisa légèrement, trahissant une vulnérabilité qu'Émilie n'avait jamais soupçonnée. « Ceux que j'ai envoyés à Claire. Ma ex. Celle qui m'a trahi il y a 5 ans. Ici même. Dans ce bureau. » Émilie déglutit. Le souvenir affluant comme une vague. La veille, en rangeant des dossiers pour Mathilde, elle était tombée sur un téléphone oublié, vibrante de notifications. Des mots crus. Des promesses chuchotées à une femme nommée Claire. « Reviens-moi. Ma flamme. Barcelone n'est rien sans toi. » Émilie avait lu. Paralysée. Un mélange de jalousie et de fascination la clouant sur place. Claire, l'amante perdue, la muse qui avait inspiré les campagnes les plus osées de Mathilde, des images de corps entrelacés sous la lune catalane, où l'amour lesbien se muait en art pur, sans tabou. « Je ne voulais pas, » murmura Émilie. Mais Mathilde posa un doigt sur ses lèvres, un geste si tendre qu'il la fit taire instantanément. Chut. Tu as vu la vérité. Et maintenant? Tu sais pourquoi je ne peux pas. Pourquoi je ne devrais pas. Ses yeux, ces lacs bleus insondables, s'embuèrent soudain. Et pour la première fois, Mathilde sembla humaine, fragile, loin de la déesse intouchable de l'agence. Le silence s'étira, rompu seulement par le grondement distant d'un train de la ligne 4 qui filait vers le port. Émilie, emportée par un courage qu'elle ignorait posséder, tendit la main et effleura le bras de Mathilde. La peau était chaude, électrique, comme si un courant passait entre elles. Peut-être que c'est le moment de créer notre propre histoire? Souffla-t-elle. Sa voix un filet de soie dans l'air chargé. Mathilde hésita. Son corps tendu comme un arc. Puis, dans un geste fluide, elle attira Émilie contre elle. Leurs lèvres se frôlant dans un baiser hésitant qui vira vite à l'embrasement. C'était le goût du vin rouge et des regrets. Des rêves parisiens enfouis sous le soleil espagnol. Émilie sentit ses genoux fléchir. Ses mains s'accrochant au tissu du tailleur. Tandis que Mathilde, avec une urgence presque douloureuse, la pressait contre le bureau. Les papiers volèrent. Les esquisses se mêlèrent au sol en un chaos créatif. Miroir de leurs âmes en tumulte. Pourtant, au milieu de cette tempête sensuelle, un doute s'insinua. Émilie, haletante, recula légèrement. Et Claire? Elle compte encore pour toi? Mathilde ferma les yeux, son front contre celui d'Émilie. Claire était un feu de paille. Toi, tu es l'océan. Profond. Imprévisible. Mais j'ai peur. Émilie. Peur de te noyer avec moi. Elles passèrent la nuit là. À parler en murmure. À se découvrir dans les recoins sombres du bureau transformé en sanctuaire. Mathilde confia son passé, une enfance bourgeoise à Lyon. Un coming out explosif à 20 ans. Une fuite à Paris pour les nuits folles du Marais. Puis l'exil à Barcelone après la trahison de Claire, qui avait vendu leurs secrets intimes à un tabloïd People pour un scoop juteux. J'ai juré de ne plus aimer, avoua-t-elle, les larmes coulant sur ses joues.
Émilie, à son tour, parla de sa Normandie natale, de ses amours timides avec des filles au prénom oublié, de son arrivée en Espagne comme une renaissance. Ici, avec toi, je respire enfin. L'aube les surprit, rosés et pudiques, filtrant à travers les stores vénitiens. Elles se rhabillèrent en silence, complices. Mais une ombre planait déjà, le monde extérieur, avec ses jugements et ses chaînes. Mathilde, enfilant sa veste, murmura, « Demain, nous devrons prétendre. Pour l'agence. Pour nous. » Émilie acquiesça. Mais son cœur saignait déjà d'un pressentiment. Les jours suivants furent un tourbillon de regards volés et de nuits volées. Émilie rentrait chez elle par les ruelles pavées du Raval. L'esprit empli de Mathilde de sa façon de tracer un trait d'un geste précis. De rire aux éclats devant un vermouth au bar Aix-en-Pagnet. L'agence bourdonnait d'activité, une nouvelle campagne pour une ligne de lingerie inclusive, où des corps féminins s'entremêlaient en une célébration de la diversité lesbienne, subtilement codée pour les initiés. Mathilde dirigeait les shootings avec une ferveur renouvelée. Et Émilie, promue assistante créative, se surprenait à infuser leur création d'une intimité qu'elle seule pouvait décrypter. Mais le conflit couvait. Une collègue, Sophia, une graphiste aux cheveux roux flamboyants et au tempérament volcanique, avait remarqué les changements. « Tu passes trop de temps avec la patronne ? Chica !» lança-t-elle un midi, autour d'une paella fumante au restaurant de la Plaza Royale. Émilie rougit, balayant l'air d'un rire forcé. Sophia, qui avait ses propres secrets, une relation ouverte avec une danseuse de flamenco, insista. « Attention. Mathilde a le don de briser les cœurs. » Demanda Claire. Le nom revint comme un fantôme. Émilie, rongée par le doute, fouilla discrètement les archives numériques de l'agence. Là, enfoui dans un dossier « Campagnes archéologiques », un album photo, Mathilde et Claire, radieuse, lors d'un voyage à Séville. Émilie sentit une pointe au cœur clair, blonde et éthérée, posait une main possessive sur la taille de Mathilde, leurs lèvres scellées dans un baiser sous les arches mudéjares. Étaient-ce du passé? Ou un présent masqué? Le soir même, lors d'un dîner improvisé dans un petit bistrot du Born, Mathilde sembla lire ses pensées. « Parle-moi, » dit-elle en versant du rioja dans les verres en cristal taillé. Émilie hésita. Puis lâcha, « Claire. Elle hante encore tes nuits ?» Mathilde posa sa fourchette, son visage se durcissant. Les fantômes ne meurent pas si facilement. Mais toi, Émilie, tu es ma lumière. Laisse-moi te prouver. Cette nuit-là, dans l'appartement de Mathilde, un loft aux murs ocre dans le quartier de Gracia, meublé de meubles beaux et de toiles abstraites évoquant Matisse, elles s'abandonnèrent pleinement. Les corps se mêlèrent dans une danse lente, langoureuse, où chaque caresse était une déclaration. Mathilde, avec sa peau olive et ses cicatrices discrètes, une petite marque sur l'épaule, souvenir d'une chute en VTT dans les collines de Montserrat, guida Émilie vers des plaisirs qu'elle n'avait jamais imaginés. « Tu es à moi », murmura-t-elle contre son cou, tandis qu'Émilie, arquée de désir, répondait d'un gémissement qui fit vibrer les vitres. Pourtant, au matin, le doute persistait. Mathilde reçut un appel, un numéro inconnu, et son visage se ferma comme une huître. Rien d'important, dit-elle en raccrochant. Mais Émilie avait vu le nom clignoter, Claire. Les semaines s'écoulèrent en un kaléidoscope de passion et de secrets. Émilie et Mathilde naviguaient entre le bureau et les ombres de Barcelone comme des amantes d'un roman de Colette.
furtive et fiévreuse. Elle se retrouvait dans des lieux insolites, un cinéma à réessai du parallèle, où elle s'embrassait dans l'obscurité pendant une projection de Call Me By Your Name, ironie du sort. Puisque Luca Guadagnino avait tourné des scènes en Espagne, ou un pique-nique au parc de la Ciutadella, sous les palmiers centenaires, où Mathilde nourrissait Émilie de raisin de la Moselle, ses doigts effleurant ses lèvres avec une tendresse infinie. Émilie se métamorphosait. Ses esquisses, autrefois timides, prenaient une audace nouvelle, des silhouettes féminines aux courbes audacieuses, entrelacées dans des jardins secrets évoquant les patios de Grenade, mais imprégnées d'une érotique subtile, presque proustienne. Mathilde, ravie, la promue co-directrice adjointe lors d'une réunion pluvieuse, sous les applaudissements forcés de l'équipe. Émilie apporte une fraîcheur qui nous manquait, déclara-t-elle, son regard glissant sur la jeune femme comme une caresse invisible. Sophia, les lèvres pincées, murmura à une collègue, fraîcheur ou favoritisme? Le conflit éclata un vendredi soir, alors que l'agence fêtait la validation de la campagne parfum. Le bar choisi, un speakeasy caché derrière une librairie du Carré de Ferrand, vibrait au rythme de jazz manouche et de gin tonics aromatisés à l'absinthe. Émilie, vêtue d'une robe midi en soie émeraude qui soulignait sa silhouette élancée, ange généreuse héritée de sa mère normande, s'enferme sous le tissu fluide, sirotait un cocktail en observant Mathilde. La patronne, en chemise de soie blanche ouverte sur un collier de perles noires, charmait la salle de son rire cristallin. Mais ses yeux revenaient sans cesse à Émilie, comme un aimant. Soudain, la porte s'ouvrit sur une bourrasque froide, et une femme entra, claire, blonde, élancée, avec une crinière ondulée qui cascadait jusqu'à ses reins et des yeux d'un vert plus pâle que ceux d'Émilie. Elle portait un manteau de laine camel qui hurlait le chic parisien. L'air se figea. Mathilde blêmit, son verre suspendu à mi-chemin de ses lèvres. « Qu'est-ce que tu fais ici » siffla-t-elle, se levant d'un bond. Claire sourit, un sourire de sphinx, et s'approcha d'une démarche féline. « Je suis de passage à Barcelone. Pour affaires. Et pour toi, ma chérie. » Elle posa une main sur l'épaule de Mathilde, un geste possessif qui fit grincer des dents à Émilie. La salle sembla rétrécir, les conversations s'estompant en un bourdonnement lointain. Émilie sentit la bile lui monter à la gorge. Elle se leva, les poings serrés. « Qui est cette femme » demanda-t-elle, sa voix plus aiguë qu'elle ne l'aurait voulu. Mathilde, prise au piège, balbutia, Claire. Mon passé. Émilie. C'est compliqué. Mais Claire, sentant la faille, enfonça le clou. Compliqué? Dis-lui la vérité. Mathilde. Dis-lui comment tu m'as supplié de revenir la semaine dernière. Ces messages enflammés. Sans toi. Je suis vide, point. Un silence de mort s'abattit. Émilie recula. Le monde chavirant. Les rires du bar devinrent un vacarme assourdissant. Les lumières tamisées des bougies dansant comme des démons moqueurs. C'est faux, murmura Mathilde. Mais son regard fuyant trahissait tout. Émilie, les larmes aux yeux, attrapa son manteau et s'enfuit dans la nuit pluvieuse. Les pavés glissants du gothique se muant en un labyrinthe de douleur. Elle erra des heures, le cœur en lambeaux, jusqu'au bord de la mer à Barceloneta. Les vagues de la Méditerranée, agitées par la tempête, semblaient hurler son désespoir. Pourquoi avait-elle cru en cette idylle? Mathilde, avec son passé chargé comme un roman de Simenon, n'était qu'une croqueuse de cœur,
Une femme qui collectionnait les âmes brisées comme des tableaux impressionnistes. Émilie pensa à sa mère, veuve trop tôt, qui lui avait appris que l'amour était un feu qui consumait sans pitié. Retourne en France, se dit-elle. Mais ses pieds la portèrent malgré elle vers l'appartement de Mathilde. Comme si un fil invisible l'attirait encore. À l'aube, elle frappa à la porte du loft de Gracia. Mathilde ouvrit. Les yeux rougis. Les cheveux en désordre, une Mathilde vulnérable. Presque enfantine dans son peignoir de satin gris. Émilie. Pardonne-moi. Elles s'effondrèrent sur le sol, dans un enchevêtrement de sanglots et d'explications. Claire n'était pas revenue par hasard, elle avait appris pour Émilie par un espion dans l'agence Sophia. Motivée par une jalousie professionnelle et une attirance refoulée pour Mathilde. Les messages ? Un moment de faiblesse. Un soir de doute après un appel de son frère à Lyon. Évoquant leur mère mourante. Je t'aime. Émilie. Vraiment. Claire est un poison que je croyais exorcisé. Émilie. Blessée mais pas brisée. Écouta. La trahison n'était pas celle de Mathilde, mais d'un passé qui refusait de mourir. Elles firent l'amour ce matin-là. Doucement. Comme pour panser les plaies. Les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux de lin, caressant leurs corps nus entrelacés sur le tapis persan. Mathilde traça des motifs sur la peau d'Émilie avec ses lèvres. Murmurant des poèmes de Verlaine, il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Émilie. Pour la première fois. Se sentit entière. Aimée non pour son talent ou sa jeunesse, mais pour l'âme qu'elle offrait sans réserve. Mais le répit fut bref. Le lundi suivant, au bureau, l'enfer se déchaîna. Sophia, furieuse d'avoir été démasquée, diffusa des rumeurs, capture d'écran des messages de Mathilde à Claire, anonymes mais accablants, circulant par email interne. L'agence, ce havre créatif, se mua en un nid de vipères. Les clients hésitèrent. Un gros contrat avec une marque de cosmétiques bio axée sur l'empowerment féminin et lesbien fut gelé. Mathilde, stoïque en surface, s'effondra en privé. C'est la fin. Confia-t-elle à Émilie lors d'une pause dans les toilettes, son maquillage impeccable craquelant sous les larmes. Émilie, galvanisée par l'amour, refusa la défaite. Nous allons contre-attaquer. Avec vérité et article. Ensemble. Elles conçurent une réponse audacieuse, une vidéo confessionnelle pour la campagne. Où Mathilde, face caméra, assumait son passé sans phare. L'amour n'est pas linéaire. Il est fait de chute et de renaissance. Comme Barcelone. Ville de passion contradictoire. Émilie y apparut en silhouette floue. Une main tendue vers Mathilde. Symbolisant la solidarité lesbienne face au jugement. La vidéo explosa sur les réseaux. Relayée par des influenceuses catalanes et des collectifs LGBTQ+ de Madrid. Les rumeurs s'inversèrent, Sophia fut licenciée pour diffamation. Et l'agence gagna en visibilité, transformant le scandale en triomphe. Pourtant, au cœur de cette victoire, un nouveau conflit émergea. Mathilde, hantée par ses démons, proposa à Émilie de s'enfuir, partant pour Paris. Loin de ses ombres espagnoles. Émilie hésita. Barcelone était sa renaissance, quitter la ville des amants maudits de Lorca. C'était renier une partie d'elle-même. Leurs disputes devinrent des orages, dans les cafés du Raval, où les serveurs catalans les observaient avec indulgence, sur les remparts de Montjuïc, face à la mer houleuse. Tu me demandes de choisir entre toi et ma liberté ? Accusait Émilie. Les yeux flamboyants.
Mathilde, blessée, rétorquait, et toi? Entre moi et ces murs qui nous étouffent? L'amour, ce feu romain, menaçait de les consumer. Un soir de mi-décembre, alors que la ville se parait de guirlandes pour les fêtes, le point de non-retour arriva. Émilie surprit Mathilde au téléphone. Dans le bureau vide. Voix brisée, maman. Je reviens pour Noël. Seule. La mère de Mathilde, agonisante d'un cancer, l'appelait depuis Lyon. Mathilde, déchirée, avait décidé de partir sans Émilie pour te protéger de ma famille homophobe. De ce chaos. Émilie, folle de rage, claqua la porte, courant sous la pluie battante vers la gare de Sens. Tu me trahis encore, hurla-t-elle dans un message vocal, sa voix noyée dans les sanglots. Mathilde, paniquée, la poursuivit en taxi, les phares balayant les boulevards déserts comme des projecteurs de théâtre absurde. Elle la rattrapa sur le quai, juste avant le train de nuit pour Paris. Attends. Je ne pars pas sans toi. Émilie. Trempée. Les cheveux plaqués sur son visage pâle. Se tourna. Les yeux emplis d'un amour douloureux. Alors emmène-moi. Pas pour fuir, mais pour affronter ensemble. Le train pour Paris filait à travers la nuit. Un ruban d'argent sous les étoiles pyrénéennes. Émilie et Mathilde, serrées l'une contre l'autre dans un compartiment de première classe, partageaient une bouteille de champagne tiède achetée à la hâte. La trahison potentielle s'était muée en une promesse, affronter le passé de Mathilde. Non comme une fuite, mais comme une catharsis. Ma famille. Ils ne savent rien de moi. Confia Mathilde, sa tête sur l'épaule d'Émilie, tandis que le convoi traversait les vignobles gelés de Catalogne. Mon frère pense que je suis une carriériste célibataire. Ma mère, dans son délire, prie pour que je trouve un bon mari, point. Émilie caressa ses cheveux, sentant la vulnérabilité de cette femme qui, à Barcelone, incarnait la force. Nous sommes deux. Ça suffit. Elles firent l'amour dans le wagon-lit. Doucement. Bercés par le cliquetis des rails, un rituel païen. Profane. Où leur corps se fondait en un tout harmonieux. Loin des jugements du monde. Lyon les accueillit sous un ciel de plomb. La Saône gonflée par les pluies hivernales. La maison familiale. Une bâtisse bourgeoise du vieux Lyon aux murs de pierre blonde. Exhalait une odeur de châtaigne rôtie et de regrets enfouis. La mère de Mathilde. Une femme frêle aux cheveux grisonnants et aux yeux bleus fanés, miroir délavé de ceux de sa fille, les reçut dans un salon chargé de tapisseries lyonnaises. Ma Mathilde. Et qui est cette amie, demanda-t-elle d'une voix chevrotante. Alitée sur un canapé empire. Mathilde. La gorge serrée. Présenta Émilie, ma compagne. Celle qui m'a sauvée. Un silence pesant s'abattit. Rompu par le tic-tac d'une pendule en bronze. La mère, surprise mais pas hostile, tendit une main tremblante. Alors, entrez dans la lumière? Mes filles. Ce fut le début d'une réconciliation fragile, des soirées à évoquer les souvenirs d'enfance de Mathilde, les guinguettes du Rhône. Les premiers baisers volés dans les traboules secrètes, et Émilie, avec sa douceur normande, tissait des liens inattendus, lisant des passages de George Sand à la malade pour apaiser ses nuits. Pourtant, le frère de Mathilde, Antoine, un homme trapu, avocat aux moustaches impeccables, imprégné de catholicisme rigide, surgit comme un orage. Lors d'un dîner tendu, autour d'une table chargée de quenelle et de Beaujolais, il explosa: une lesbienne? Dans cette maison?
Maman n'a pas besoin de ce scandale. Mathilde. Les poings serrés. Riposta, c'est mon scandale. Et il est beau. Émilie. Témoin muet. Sentit la trahison familiale comme un écho de la sienne propre. Antoine. Furieux. Révéla un secret, Claire avait contacté la famille des mois plus tôt, menaçant de tout dévoiler pour une somme d'argent, un chantage qui avait précipité la crise de santé de la mère. La révélation frappa Mathilde comme un coup de poignard. Tu savais et tu ne m'as rien dit, hurla-t-elle à son frère, renversant son verre dans un éclat de cristal brisé. Le dîner se dissolut en chaos, cris, portes claquant, la pluie martelant les carreaux comme un cœur grec. Émilie, au milieu de la tourmente, attira Mathilde dans les bras, la berçant comme une enfant. C'est fini. Ce poison. Nous repartons propres. Elles prolongèrent leur séjour, transformant la maison en un bastion d'amour. Émilie organisa des ateliers d'art, la mère, avec ses mains arthritiques, esquissa des portraits de ses filles, capturant leur tendresse dans des traits maladroits mais sincères. Antoine, rongé par la culpabilité, s'excusa un soir. Ivre de regret, je protégeais maman. Mais j'ai trahi ma sœur. Un pardon hésitant naquit, teinté de larmes et de promesses de thérapie familiale. De retour à Barcelone, la ville les enveloppa de son étreinte chaleureuse. L'hiver catalan, doux et humide, fleurissait en amandiers précoces le long de la diagonale. L'agence prospérait, la vidéo confessionnelle avait attiré de nouveaux clients, dont une fondation pour les droits LGBTQ+, qui commandait une expo itinérante sur l'amour queer en Méditerranée. Émilie et Mathilde, désormais ouvertes sur leur relation, inspiraient l'équipe. Sophia, repentante, fut réintégrée comme freelance, canalisant sa jalousie en création explosive. Mais le vrai haut de la vague survint en février, lors de la Fashion Week de Barcelone. Mathilde avait conçu un défilé audacieux, des mannequins lesbiennes défilant en tenues inspirées des icônes françaises tailleur Chanel revisitées avec des touches gaudiennes, soit fluides évoquant les nus de Bonnard. Émilie signait les visuels projetés en fond, des projections de leurs propres photos intimes. Anonymisées, où des corps féminins s'entremêlaient sous la lune de la Costa Brava. Le clou, Mathilde et Émilie. Main dans la main. Fermant le show dans une robe blanche partagée, un symbole d'union. Ovationné par une salle en liesse. Pourtant, au milieu des flashs et des toasts au cava, Claire réapparut. Pas en chair et en os, mais par un email anonyme, des photos volées de leur nuit à Lyon. Truquées pour suggérer une dispute violente, un dernier chantage. Désespérée. Mathilde, au bord de l'abîme, confia à Émilie, elle veut nous détruire. Encore. Émilie, avec une détermination farouche, contacta un avocat, nous allons l'affronter. Publiquement. Le climax éclata lors d'une conférence de presse post-défilé, dans les jardins du Palau de la Musica Catalana. Devant une horde de journalistes, Mathilde prit le micro. Émilie à ses côtés. Claire a été mon amour, puis ma trahison. Mais Émilie est ma vérité. Et aujourd'hui, nous disons stop au poison. Les photos furent révélées comme des faux, soutenues par des experts numériques. Claire, acculée, s'effondra en excuses publiques sur Instagram, une vidéo larmoyante où elle admettait sa jalousie maladive, fruit d'une thérapie inachevée. La salle explosa en applaudissements. Émilie et Mathilde s'embrassèrent sur scène. Un baiser salé de larmes et de triomphe, sous les lustres art nouveau qui scintillaient comme des étoiles. C'était leur « Je vous aime » à la française, théâtral et profond,
imprégné d'une humanité crue. Pourtant, la victoire porta ses ombres. Mathilde, épuisée par les batailles, murmura un soir, levée contre Émilie dans leur lit au drap de lin froissé, et si on arrêtait tout? Si on vivait simplement? Loin des spotlights? Émilie, caressant son dos, répondit, l'amour n'est pas simple. C'est notre chef-d'œuvre. Le printemps arriva. Fleurie et rebelle. Elles adoptèrent un chat errant du quartier. Un félin noir aux yeux d'or qu'elles nommèrent Verlaine. Les dimanches se passaient à peindre dans le loft, Émilie à l'huile, Mathilde à l'aquarelle. Leurs toiles se répondant en un dialogue muet. L'agence évolua en collectif, invitant des artistes queer de toute l'Espagne à un havre où la créativité fleurissait sans chaîne. Mais un nouveau conflit sourdait, la famille de Mathilde appelait pour des nouvelles de la mère. Stabilisé mais fragile. Antoine, transformé, proposait une visite commune. Émilie, possessive malgré elle, craignait, et si Lyon nous avale? Si ton passé nous sépare? Mathilde, patiente, l'embrassa, le passé est un pont. Pas une prison. L'été 2025 enveloppa Barcelone d'une chaleur languide, où l'air vibrait au rythme des castagnettes lointaines et des embruns salés de la Barceloneta. Émilie et Mathilde, après les tempêtes, savouraient une paix chèrement acquise. Leur relation, forgée dans le feu des trahisons, s'était muée en un amour mature, tissé de silences complices et de rires partagés. Émilie, désormais copropriétaire de l'agence, lançait une ligne de bijoux inspirés des mosaïques de Parc Güell des pendentifs en forme de cœur entrelacés, gravés de citations de Sappho en catalan ancien. Mathilde, libérée de ses chaînes lyonnaises, composait une expo solo, Amours exilés. Une série de portraits où Émilie posait, nue et sereine, sous les arches de la Sagrada Familia inachevée. Pourtant, la vie, impitoyable comme un scénario de Truffaut, réservait un dernier coup de théâtre. Lors d'une retraite d'équipe à Sitges, la perle gaie de la Costa Dorada, avec ses plages de sable fin et ses villas blanches éclaboussées de bougainvilliers, Sofia réapparut. Réconciliée, elle avait été invitée pour un workshop sur le design inclusif. Mais au bord de la piscine d'une villa louée, sous un ciel indigo piqué d'étoiles, elle confia à Émilie un secret explosif, Claire n'agit pas seule. Derrière elle, il y a ton ex, de Paris. Celle que tu as quittée pour venir ici. Émilie pâlit. Son ex, Léa, une sculptrice aux cheveux courtins en bleu, avec qui elle avait partagé des nuits fiévreuses dans un atelier du 18e arrondissement, avait juré vengeance après leur rupture. Tu m'as brisé pour une étrangère? Avait-elle hurlé lors de leur dernier appel. Et voilà que Claire, alliée par hasard lors d'un vernissage madrilène, avait monté ce chantage pour la punir. La trahison, circulaire et cruelle, bouclait la boucle, le passé d'Émilie rejoignait celui de Mathilde en un nœud gordien. Le lendemain, lors d'une promenade sur la plage au lever du soleil, Émilie avoua tout à Mathilde. Elles s'assirent sur le sable encore frais, les vagues léchant leurs pieds nus. Je t'ai caché ça parce que je te protégeais. Comme toi avec Claire. Mathilde, les yeux plissés par le sel marin, prit sa main. Les secrets nous tuent. Plus jamais. Elles pleurèrent ensemble, libérant les poisons accumulés, puis rirent un rire cathartique, libérateur, qui attira les mouettes en un ballet absurde. De retour à Barcelone, elles confrontèrent le duo. Une rencontre tendue dans un café du Poble Sec, Claire et Léa, face à elles, semblaient des ombres fanées. Claire,
amaigrie. Murmura, j'étais jalouse. De ton bonheur retrouvé. Léa. Les yeux baissés. Ajouta, j'ai voulu te faire mal. Comme tu m'as fait mal. Pas de cris. Pas de drame hollywoodien, juste une conversation humaine. Tissée de regrets et de pardons maladroits. Mathilde, magnanime, proposa une thérapie de groupe via l'agence, transformons la douleur en article. Émilie, touchée par cette grâce, embrassa Mathilde sur la joue, scellant leur alliance indéfectible. L'automne apporta la conclusion. La mère de Mathilde, guérie miraculeusement d'une rémission inattendue, vint à Barcelone pour l'inauguration de l'expo. Dans la galerie du Born, entourée de toiles où l'amour lesbien se déployait en couleurs vives ocre de la Catalogne mêlée au bleu profond de la Saône, elle serra Émilie dans ses bras frêles. Tu es la fille que ma Mathilde méritait. Antoine, présent avec sa femme, leva un toast à l'amour qui guérit les familles brisées. Émilie et Mathilde, au centre de la foule, échangèrent un regard chargé de toute une vie, les portes fermées, les baisers volés, les trahisons surmontées. Pas de happy end mièvre, mais une fin humaniste, celle où l'amour n'efface pas les cicatrices, mais les parts de sens, comme un vitrail gothique sous le soleil. Elles rentrèrent chez elles à pied, main dans la main, le chat Verlaine les attendant sur le seuil. Et demain, demanda Émilie. Espiègle. Mathilde sourit. Ce sourire énigmatique qui l'avait conquise. Demain, nous créons. Dans les années qui suivirent, l'agence devint un phare pour les artistes queer d'Europe, workshop à Lisbonne, collaboration avec des poètes andalouses, une fondation pour les jeunes talents exilés. Émilie écrivit un roman, Porte fermée. Un récit semi-autobiographique où deux amantes naviguaient les tempêtes de l'Espagne et de la France. Mathilde l'illustra. Ses traits précis capturant l'âme des mots. Leur amour, tel un vin de Rioja millésimé, s'affina avec le temps, des voyages en train vers les vignobles. Des nuits à danser le tango argentin dans les milongas cachés du Raval. Des silences paisibles face à la mer. La trahison. Ce spectre s'était mué en leçon, l'amour véritable n'est pas absence de douleur, mais courage de l'embrasser. Et un soir d'hiver, des années plus tard, alors qu'elle regardait la neige rare tomber sur les toits de Barcelone, un miracle méditerranéen, Mathilde murmura, j'ai resté tard au bureau ce soir-là. Et tu as fermé la porte de mon cœur. Émilie rit, l'embrassant tendrement. Histoire choquante. En effet. Mais la nôtre.